Dany Laferrière, merci de nous accorder cette entrevue, surtout que vous êtes très occupé ces jours-ci. Vous l'avez déjà été, mais encore davantage suite à votre élection à l'Académie française. Alors, évidemment, je ne peux ne pas vous poser la question de votre réaction, mais vraiment, la vraie réaction, lorsque vous avez entendu que vous aviez été élu, parce que ici, en France, en Haïti, ça a été vraiment l'explosion de joie. Oui, j'étais à Port-au-Prince. Je savais que ça allait être dans ce moment-là, vers 10 heures, 10h30. Donc j'attendais et j'ai passé quand même une nuit assez difficile. Je me suis endormi à un moment donné, mais surtout je savais que tant de gens attendaient ce moment-là. D'ailleurs, l'une des romancières haïtiennes, je crois que Kate Limas a parlé de la plus longue veillée littéraire de l'histoire haïtienne. Et là, je me suis levé, j'étais en forme, j'ai pris une douche, je m'habillais, je ne m'attendais pas que ce soit si rapide. J'ai pas eu le téléphone de l'académie et le son, c'était un tweet ou un, je ne sais pas comment on appelle ça, et une information, j'ouvre et c'est Amin Malouf. On connaît ce grand écrivain libanais et avec qui j'étais il n'y a pas longtemps à Beyrouth chez lui. Et un seul mot, félicitations à Malouf. Alors je sais que Amin Malouf est à l'Académie française, donc il a dû m'envoyer ce tweet ou cette information à l'intérieur même, au moment des votes, et je le sens en dessous de son fauteuil, de son bureau, de l'endroit où il se trouvait, écrire fébrilement félicitations, mais il n'a pas pu écrire un mot de plus, et j'avais compris. 3 secondes plus tard, c'est la femme de Frédéric Vito qui lui est académicien aussi. Elle a dû apprendre ça. Elle m'appelle au téléphone et tout étonnée d'être la première à me le dire. Mais la réunion n'était pas terminée à l'académie. Les gens n'étaient pas encore sortis de la salle de vote. Et j'envoie un mail à mes filles, à ma femme. J'ai dit à mes filles, votre père est à l'Académie française. Et puis, ce fut une houle dont je n'en suis sorti que 2 jours plus tard. J'ai fait à peu près avec le Québec près de 60 entrevues. Haïti, c'était enfin des flots d'entrevues, des entrevues aussi avec la France. Et j'ai senti que c'était un moment très spécial et certainement historique. Ce n'est pas pour moi, c'est parce que l'enjeu était extrêmement fort. C'est la plus grande pénétration et la première pénétration de l'Académie française en Amérique du Nord. C'est-à-dire, c'était le premier de la Caraïbe, puisque Césaire, ni Glissant, ni Fanon ne l'a été, le premier du Québec, le premier du Canada. Est-ce que pour vous, Dany, c'est le couronnement d'une carrière? D'une carrière, j'ai pas jamais eu conscience de faire carrière. Je reste toujours avec l'idée que un jour je ferai quelque chose d'autre. La carrière, si l'on peut dire, la raison d'être, la légitimité d'un écrivain, c'est de croiser quelqu'un avec son livre. Le rêve de tout Haïtien, c'est d'écrire un livre à un moment donné. Peut-être que nous en avons hérité des Français. Vraiment cette obsession du livre. Je me souviens avoir lu, plutôt dans Hiver Caraïbe, un beau livre de cet écrivain Morand. Et Morand disait, en visitant Haïti en 1939 ou 34, chaque Haïtien, son destin se trouve dans un recueil de poèmes. Il dit, tout finit par un recueil de poèmes en Haïti. En effet. Donc, de voir que quelqu'un, l'un d'eux, arrive à l'Académie française, c'est leur triomphe collectif. Et voilà que là, vous êtes admis à l'Académie française et c'est l'explosion du côté d'Haïti, aussi bien qu'au Québec et en France d'ailleurs. Mais nous parlons plus là des Caraïbes et de chez nous. Et ça, personnellement, vu la quantité de milliers de gens que j'ai sur les réseaux sociaux, je me suis permise de poster ça en disant que nous avons l'art de la récupération lorsque l'un des nôtres est accepté, notamment, excusez-moi du terme, par les Blancs, les étrangers, tout le monde se l'approprie, mais quand ce n'est pas le cas, on insulte et on conspue constamment les écrivains et surtout les intellectuels. Est-ce que quand même vous êtes conscient, Dany, que le président actuel, aussi bien que l'ancien président, a quand même porté un coup très fort contre les intellectuels et aujourd'hui, peut-être que les jeunes ont besoin aussi
d'entendre des gens comme vous et d'autres pour peut-être remettre les points sur les i. Au lieu de dire, mettons, au gouvernement, vous n'avez pas le droit de récupérer ça, de dire, écoutez, nous aimerions entendre, au-delà du discours, ce que cela pourrait changer. Je crois que le Premier ministre d'Haïti a dit, ça pourrait changer les choses. C'est vague. Maintenant, il faut apporter des choses concrètes, et c'est pas à lui de les apporter, c'est de l'autre côté ceux qui sont en demande de cela, de revenir avec les cahiers de charges et de dire voilà ce que nous voulons précisément. Nous allons mettre des choses concrètes sur ce vœu qui pourrait être pieux s'il n'est pas soutenu par ceux qui devraient en bénéficier et qui sont légitimes de bénéficier de cette part. Alors évidemment, comme vous l'avez dit, Dany, je vous connais, donc il y a une auteure qui a fait des remarques sur un blog, on ne va même pas évoquer son nom. Par contre, il va quand même falloir parler de cet article de François Bouguingo que certains ont trouvé très pertinent et qui s'est quand même insurgé contre le fait que le boxeur Stevenson puisse être nommé ambassadeur d'Haïti, alors que en même temps, quelques jours avant, vous veniez d'être élu à l'Académie française et il s'est insurgé. Comment donc comprendre un tel choix de la part des autorités? Et effectivement, on pourrait se poser la question. Alors, qu'est-ce que dit Dany Laferrière? Bien que je connais votre réponse, mais il va bien falloir le dire pour les autres. Non, pas du tout. D'ailleurs, j'étais pas au courant de cela, mais non, je ne suis pas du tout dans ce combat-là. D'abord, sûrement, j'aurais refusé, comme j'ai toujours refusé quelques titres que ce soit officiels. On m'a proposé déjà pas d'être ambassadeur vraiment, mais d'avoir un titre officiel d'ambassadeur honoraire, ou bien encore, je pense que il y a eu des gens qui ont eu ce titre-là. Je ne veux aucun titre. Les seuls titres que je reçois, ce sont des titres liés à la littérature. Comme membre de l'Académie française, c'est normal. Un prix littéraire, et c'est normal. Président d'un salon du livre, et c'est normal. Et médaille d'honneur liée à la culture, enfin des trucs comme ça, officier de chevalier et officier de l'ordre littéraire ou quelque chose comme ça, c'est normal. Donc je ne suis pas du tout dans les fonctions. Et quant au reste, je crois qu'il y a beaucoup d'ambassadeurs qui n'apportent pas le titre, qui ne portent pas le titre, comme moi, et le grand public, lui, les reconnaît, et puis le disent. Et même des ambassadeurs me disent, vous êtes le véritable ambassadeur, des choses comme ça. Mais moi, je fais ce que j'aime, et puis et j'espère que peut-être cela pourrait avoir un rejaillissement sur la société. On attend aussi de votre part, vu qu'on connaît votre parcours, de dépoussiérer, de rafraîchir, de moderniser. Les gens ont employé toutes sortes de termes, l'Académie française. Comment voyez-vous déjà ce devoir qu'on vous lance? Et parce que bon, c'est quand même une institution absolument très 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 prestigieuse et importante, et ça ne sera pas aussi facile que ça non plus. Ben, ces mêmes gens étaient contre moi quand j'avais publié Comment faire l'amour avec un ex fatigué. Eux aussi, il a fallu les dépoussiérer et les moderniser. Et d'abord, moi, je n'aime pas qu'on me donne des conseils. J'ai 60 ans. J'ai travaillé 8 ans dans les usines. J'ai écrit mon premier livre, Comment faire l'amour avec un ex fatigué, qui a eu l'impact qu'on connaît, et les jeunes l'avaient acclamé à l'époque, c'est normal, et les autres un peu plus installés l'avaient honni, disant que je revenais avec les clichés connus sur le sexe et le nègre, n'ayant pas vu que c'était une autodérision qui est une forme de pamphlet assez connu. On rit de soi au fond pour rire des autres. Donc il a fallu qu'eux aussi se modernisent, se dépoussièrent. De l'autre côté, j'entends beaucoup de choses à propos de l'Académie française. Je dois dire d'abord que c'est une société, une compagnie de gens d'abord, et tout simplement, ce n'est pas un gouvernement. Et je n'aime pas non plus toutes ces envolées sur l'âge. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est quand vous atteignez 80 ans et que votre esprit se retrouve plus jeune que ceux de 20 ans. Les jeunes cons dans les discothèques et qui ne parlent que de l'horoscope, de ce qu'ils gagnent et de leur voiture qui pédaradent, et il y en a plein. Alors, ça ne veut pas dire que l'institution elle-même ne pourrait pas être un peu vieillotte. C'est-à-dire que
à force de se recruter et dans leur sein, dans leur sang, je pourrais presque dire, ça peut créer des problèmes. Mais on a vu depuis quelques années avec Amin Malouf, qui vient de Beyrouth, du Liban, et on a vu avec des jeunes, enfin, entre guillemets, comme Jean-Christophe Ruffin, et on a vu avec, et maintenant, puisque je suis le plus jeune de l'Académie, et d'Haïti, du Québec, on a vu que l'institution a senti qu'il lui faut du sang neuf, qu'il lui faut une ouverture, que la France est un peu blasée parce que depuis 1635, elle connaît ça, et que une nomination, une élection de l'Académie à quelqu'un comme moi ou comme Amin Malouf provoque des raz-de-marée dans leur jeunesse, dans leur pays, alors que en France, les nominations, les élections ne provoquent presque plus rien, sauf s'il s'agit, sauf pour protester, si les gens trouvent que la personne n'est pas digne de l'Académie. Vous allez quand même devenir aussi un gardien de la langue française. Vous allez aussi être parmi ceux qui acceptent ou non certains mots. Et là, j'aimerais justement revenir sur ce que vous représentez, Dany Laferrière, c'est-à-dire ce Québécois d'origine haïtienne. Et il va peut-être là y avoir des nouveautés de certains mots québécois qui peuvent rentrer dans le dictionnaire, puisque l'Académie, évidemment, c'est elle qui a le dernier mot pour les mots qui rentrent dans le dictionnaire. Peut-être certains mots créolisés. Comment voyez-vous ce travail et ce qui vous attend là-bas? À quoi vous aspirez aussi? Évidemment, je sais que vous allez rencontrer les membres de l'Académie cette semaine. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, apporter? Qu'est-ce qui vous est permis? Qu'est-ce que vous souhaiteriez apporter à cette académie? Bon, d'abord, il faut le dire, je ne suis pas très créolisant dans ma littérature. Je suis de culture caraïbéenne. C'est une chose très différente. Je reste avec l'idée de la phrase de Villers, le poète, et Edzer Villers, le poète haïtien du 19e, du début du 20e siècle, qui disait « Il ne suffit pas de mettre le mot palmiste ou palmier au bout d'une méchante rime pour faire de la littérature nationale. » C'est-à-dire que je n'abuse pas dans mes livres, même ceux qui racontent mon enfance en Haïti, et de mots spéciaux, de saveurs spéciales, de couleurs spéciales. Par contre, si on lit l'odeur du café, si on ne se sent pas dans la Caraïbe, c'est qu'on n'a pas lu mon livre. Si on lit Le charme des après-midi sans fin, déjà le titre le dit, on voit la lenteur de la province dans une petite ville d'Haïti. Donc je crois qu'on peut restituer une ambiance, quelle qu'elle soit, avec les mots qui existent. Par contre, si je vois un mot qui sonne fort, qui apporterait quelque chose de neuf dans une culture qu'ignore mes autres camarades, ben je vais le signaler, je vais le dire parce que, en même temps que la formation de la pensée, la description de l'émotion est beaucoup plus importante que les mots, mais il reste qu'il y a des mots qui peuvent immédiatement restituer une ambiance sans même faire des phrases. Il y a des mots. Et puis aussi, je pense pour permettre à ce que les gens participent dans la question qu'il est, parce que le destin de la langue française est entre les mains de gens qui ne sont pas forcément en France. Donc, pour permettre aussi la participation, il faut qu'à un moment donné, les gens se reconnaissent même. Ils ont l'impression que leur culture est acceptée. Mais je ne suis pas uniquement un défenseur. D'ailleurs, les mots, par exemple, du Québec sont des mots français. Et un français plus ancien, parce que comme toujours dans les diasporas, entre guillemets, on conserve ce qu'on a apporté et on conserve longuement. Et si on a quitté au XVIIIe siècle, il y a une bonne partie de notre vocabulaire qui reste à cette époque-là et qui pourrait retourner en France en ce moment et lui donner une vigueur, puisque le XVIIIe siècle a été l'une des époques les plus intéressantes de la langue. C'est le siècle de tous ces gens que l'on aime bien, et Voltaire, Rousseau et tout ça. Et donc,
Dans ce sens, oui, mais ce n'est pas du tout, je suis pas du tout un représentant d'une certaine culture cherchant à tout prix à imposer un mot, et surtout comme cela se passe ces temps-ci, chaque personne qui me rencontre dans la rue me dit, il faut pas oublier de leur dire tel mot. Non, moi j'écris mes livres, hein, je ne suis pas un commissionnaire. Si vous voulez faire le message, inscrivez-vous à l'académie, c'est ouvert à tout le monde, et puis si vous gagnez, vous apporterez votre mot. Comment voyez-vous l'explosion de la littérature haïtienne et sa reconnaissance internationale, en particulier depuis le séisme, Dany? Et je me souviens, le lendemain même de ce séisme, j'avais dit à la journaliste Chantal Guy de la presse, quand tout tombe, il reste la culture. Un certain nombre de gens étaient presque légitimement offusqués. Quand une ville tombe, des centaines de milliers de personnes meurent, ce n'est pas le moment de parler de culture. Mais moi j'avais pensé en avance, et c'est mon travail de penser à ce qui va se passer et non de rester dans l'événement. Je suis tout à fait sensible au fait que de la tristesse des gens, de leur émotion et de la force d'un événement, mais ce n'est pas grave si quelques personnes pensent à plus tard, je crois, parce que ce plus tard-là nous arrivera un jour ou l'autre. Là, quand on pensait que tout le monde allait être découragé en Haïti, moi j'avais déjà vu une explosion d'énergie, je l'avais écrit dans un livre Tout bouge autour de moi, qui est paru en mars, mi-mars, c'est-à-dire 2 mois après, était en librairie. Et on était encore sous le choc. Le monde entier croyait que Port-au-Prince n'allait jamais se relever, Haïti encore pire, et que les gens allaient être découragés, on écrira, on aura une littérature de plus en plus sombre, de plus en plus du désastre, du démembrement, disent certains. Moi j'avais senti que l'explosion qui avait commencé, parce qu'il faut se rappeler qu'en 2009, et juste avant le séisme, Haïti avait rapporté 13 prix littéraires internationaux, les écrivains haïtiens. Et on parlait déjà de quelque chose d'exceptionnel. Et là arrive le séisme qui devait casser tout et qui a encore fait surgir encore plus d'écrivains. Et beaucoup sont confirmés. Autrefois en Haïti, quelqu'un écrit 3 livres, 4 livres. C'était déjà installé comme un écrivain. Maintenant, à moins de 10 livres, vous n'êtes pas dans la course, littéralement. Il faut penser œuvre. Vous ne pouvez pas écrire avec le but d'avoir un poste politique et de finir dans une ambassade ou dans un ministère comme autrefois, de trouver du travail, quoi. On écrivait pour trouver du travail. Maintenant, c'est la littérature qui a le travail lui-même. Merci Dany, et je ne saurais terminer cette entrevue sans encore vous présenter mes félicitations et puis surtout vous donner l'occasion du Québec, Haïti, jusqu'à la France, dans tout l'espace francophone, de parler et d'adresser un dernier mot, premièrement aux amoureux de la littérature, aux amoureux de vos livres, et puis aussi à ces jeunes qui, quand même, traversent des périodes très difficiles. L'année 2013 n'a pas été facile. On a vu un symbole tomber, je crois que ça a été extraordinaire, c'est du jamais vu, les funérailles de Nelson Mandela, qui ont un petit peu ramené dans l'esprit de tout le monde ce qui est important dans la vie. L'humilité, le courage, l'honnêteté. Mais combien de temps cela va-t-il durer? Je crois que plus que jamais aujourd'hui, dans ce monde globalisé, Dany, les gens ont besoin de livres pour s'évader, du livre pour dire certaines choses, du livre pour former, pour éduquer, et puis aussi d'une écriture ou d'une voix telle que la vôtre, peut-être pour réapprendre à rêver, parce que les temps sont durs, aussi bien économiquement qu'humainement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très très difficile pour les jeunes et même les moins jeunes. Donc, je vous laisse ce mot à la veille donc de la fin de l'année, Dany, peut-être pour susciter de l'espoir ou faire naître d'autres idées. Ben, vous le faites si bien, là. Moi, je vous écoutais, tout simplement. Et les temps sont durs, donc c'est le moment de rester calme et de travailler solidement. Parce que il y a de la panique quand les temps sont durs. Et ce n'est pas avec des succès d'années qu'on va y arriver. Chaque fois que vous avez l'impression que vous travaillez beaucoup et que ça n'a pas l'air d'avancer, dites-vous que ce n'est pas vrai. Le fait que vous travaillez beaucoup fait paniquer quelqu'un sur un privilège qu'il ne mérite pas. Vous ne le savez pas. Vous avez l'air de rien du tout, un pauvre poète
au fond d'une ruelle, qui mange mal affamé, vous vous demandez ces petits feuillets que vous êtes en train de remplir, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, vous avez tort. Ça peut aller jusqu'à l'Académie française.